Un avion construit autour d'un canon, pas l'inverse. Voilà ce qu'il faut comprendre avant même de parler du reste. Le Fairchild Republic A-10 Thunderbolt 2, que tout le monde appelle le Warthog, le cochon de guerre, n'a pas reçu une arme puissante après coup. C'est l'arme qui a dicté la forme de l'avion. Aucun autre appareil militaire au monde n'a été dessiné à ce point autour d'un seul système. La variante dont on parle aujourd'hui, c'est l'A-10C, la version modernisée que l'US Air Force fait encore voler 50 ans après le premier vol du prototype, malgré des tentatives répétées de la mettre à la retraite. La question à laquelle on va répondre dans cette vidéo, c'est celle-ci. Comment un avion aussi lent, aussi peu discret, conçu dans les années 70 pour un ennemi qui n'existe plus, a-t-il réussi à rester indispensable sur tous les champs de bataille depuis un demi-siècle? La réponse tient en un mot qu'on va décortiquer système par système: la redondance. Commençons par les chiffres. Le Warthog mesure un peu plus de 16 mètres de long pour une envergure de 17 mètres et demi. Il culotte à environ 4 mètres et demi de haut. À vide, il pèse autour de 11 tonnes et peut décoller avec une masse maximale proche de 23 tonnes, armement compris. 2 réacteurs, General Electric TF-34, montés très haut sur le fuselage arrière, développent de chacun un peu plus de 40 kN de poussée sans post-combustion. Et son arme signature, le canon rotatif GAU-8 Avenger, pèse à lui seul plus de 287 kg et mesure près de 6 mètres de long avec son tambour de munitions. C'est un avion pensé pour encaisser, pas pour fuir. Regardons d'abord la cellule. La priorité absolue des ingénieurs de Fairchild Republic, au début des années 70, n'était pas la vitesse ni la discrétion. C'était la survie du pilote et de l'appareil au-dessus d'un champ de bataille saturé d'artillerie anti-aérienne soviétique. Le cockpit est littéralement encagé dans une baignoire de titane, une structure en forme de cuve d'environ 5 cm d'épaisseur par endroit, capable d'arrêter des éclats d'obus et des projectiles jusqu'au calibre 23 mm. Cette baignoire pèse à elle seule plus de 500 kg, mais elle a sauvé la vie de dizaines de pilotes au fil des conflits. Le reste de la cellule suit la même logique. Les réservoirs de carburant sont auto-obturants et protégés par de la mousse ignifuge capable de limiter la propagation d'un incendie en cas d'impact. Les 2 réacteurs sont séparés l'un de l'autre et placés loin des ailes, de façon à ce qu'un tir touchant un moteur ne détruise pas automatiquement le second. Même logique pour les 2 empennages verticaux, redondants, et pour les câbles de commande qui longent des chemins différents dans le fuselage pour qu'un seul impact ne puisse pas tout couper d'un coup. L'avion a d'ailleurs été conçu sur le papier pour pouvoir revenir se poser avec un moteur en moins, une partie de la queue arrachée et jusqu'à la moitié d'une aile manquante. Ce n'est pas un slogan marketing, c'est une exigence technique inscrite dans le cahier des charges initiales. Sur la voilure, on retrouve la même philosophie de simplicité robuste. L'A-10 possède une aile droite, non balayée, positionnée haute sur le fuselage, optimisée non pas pour la vitesse, mais pour la maniabilité à basse altitude et à basse vitesse, condition indispensable pour identifier des cibles au sol avec précision. Cette voilure généreuse offre aussi énormément de surface porteuse, ce qui permet à l'avion de continuer à voler même sérieusement endommagé, et 11 points d'emport répartis entre les ailes et le fuselage pour transporter jusqu'à plus de 7 tonnes d'armement. C'est une voilure de bombardier léger montée sur un avion d'attaque, et c'est précisément ce compromis qui donne au Warthog sa capacité de loiter, cette faculté à rester des heures durant au-dessus d'une zone de combat en attendant l'appel des troupes au sol. Le système de gouverne, lui, est l'endroit où l'A-10 révèle vraiment sa personnalité. Comme la plupart des avions modernes, il utilise des commandes de vol hydraulique actionnées par 2 circuits indépendants pour assurer une redondance de base. Mais Fairchild Republic est allé plus loin qu'aucun autre constructeur militaire de l'époque. Si les 2 circuits hydrauliques sont détruits en même temps, l'avion ne devient pas incontrôlable. Il bascule automatiquement, ou manuellement selon les cas, vers un système de secours purement mécanique appelé la manual reversion. La réversion manuelle. Concrètement, un réseau de câbles d'acier et de bielle relie directement le manche et le palonnier aux gouvernes sans aucune assistance hydraulique. Le pilote pousse littéralement à la force du bras contre la pression aérodynamique qui s'exerce sur les surfaces de contrôle. C'est brutal, imprécis, épuisant physiquement, et une étude de l'US Air Force datant de 1982 qualifiait déjà la charge de travail imposée aux pilotes en phase d'atterrissage de, je cite, « inacceptable ». Mais ce système, aussi rustique soit-il, permet à un A-10 privé de toute son hydraulique de continuer à voler. Aucun autre avion de combat de cette génération n'offre un filet de sécurité aussi radical. Passons à l'armement, parce que c'est ici que tout converge. L'arme principale, le GAU-8 Avenger, est un canon rotatif à 7 tubes, entraîné hydrauliquement, chambré en 30 mm. Il peut cracher jusqu'à 3900 coups par minute avec un tambour capable d'emporter plus de 1100 obus.
sa vélocité initiale dépasse les 1000 mètres par seconde. Les munitions perforantes utilisées contre les blindés intègrent un noyau en uranium appauvri choisi pour sa densité extrême qui permet de traverser un blindage puis de continuer à se désintégrer à l'intérieur du véhicule visé, provoquant des dégâts internes considérables. Le canon est si massif, 16% environ de la masse à vide de l'appareil, que le train d'atterrissage avant a dû être décalé sur le côté pour lui laisser la place. Une plaisanterie récurrente chez les mécaniciens résume bien la situation. Ce n'est pas un avion qui embarque un canon, c'est un canon qui embarque un avion. En complément, l'A-10 peut emporter des missiles anti-chars Maverick à guidage laser ou infrarouge, des bombes guidées, des roquettes et des missiles RR Sidewinder pour son autodéfense. Côté motorisation, les deux TF-34 sont montés délibérément en hauteur, sur le fuselage arrière plutôt que sous les ailes, pour deux raisons précises. D'abord, réduire leur signature infrarouge en les protégeant partiellement du regard des capteurs venant du sol. Ensuite, limiter les risques d'ingestion de débris ou de projectiles lors des tirs à très basse altitude au-dessus de terrains accidentés. Ce sont des turboréacteurs sans post-combustion, économes, fiables, hérités directement du réacteur civil qui équipait certains petits avions de ligne, ce qui simplifie considérablement la maintenance sur des terrains austères, parfois de simples pistes en terre battue, loin de toute infrastructure. L'autonomie en carburant est un autre pilier de la mission. L'A-10 dispose d'une capacité interne conséquente, complétée par des bidons largables, lui offrant un rayon d'action dépassant les 1500 km sans ravitaillement et surtout une capacité de loiter de plusieurs heures directement au-dessus de la zone de combat. C'est précisément ce que réclament les troupes au sol. Un avion qui reste, qui observe, qui attend le bon moment, contrairement à un chasseur rapide qui ne fait que passer. Les réservoirs, on l'a dit, sont auto-obturants, mais leur disposition répond aussi à une logique de survie. Ils sont répartis dans le fuselage central, loin des extrémités les plus exposées, et cloisonnés de façon à limiter la perte de carburant en cas de perforation localisée. Un A-10 peut ainsi perdre une partie de sa réserve sans que l'ensemble du circuit soit compromis, un détail qui a permis, plus d'une fois, à un appareil touché de rallier une base amie plutôt que de se poser en catastrophe. Le poste de pilotage est monoplace, pensé pour l'efficacité plutôt que pour le confort. Le siège éjectable est un ACES2, capable de fonctionner même à très basse altitude et à vitesse réduite, un paramètre crucial vu le profil de vol typique de l'appareil. Les instruments, dans la version C modernisée, intègrent un OTAS, c'est-à-dire des commandes de tir et de navigation regroupées directement sur le manche et la manette des gaz, ainsi que des écrans multifonctions permettant d'exploiter les nacelles de désignation laser modernes comme le Sniper ou le Lightning, apportés lors des programmes de modernisation des années 2000. La procédure de mise en route suit un séquencement strict. Vérification visuelle extérieure de la cellule, contrôle du niveau des deux circuits hydrauliques indépendants, mise sous tension électrique, démarrage séquentiel du premier réacteur via l'APU, puis du second, montée en régime, test des gouvernes en incluant systématiquement une vérification manuelle du système de réversion, chargement et vérification des paramètres de navigation et d'armement, puis roulage vers la piste avec un dernier contrôle des freins et du train avant décalé. Le décollage sur une piste courte grâce à la voilure généreuse se fait à une vitesse relativement modeste pour un avion de combat autour de 200 km/h. Une fois en altitude de transit, généralement basse pour rester sous les radars adverses et profiter du relief comme couverture, l'appareil rejoint sa zone d'attente, souvent en coordination directe avec un contrôleur aérien avancé positionné au sol avec les troupes. Et c'est là qu'on arrive à l'épisode qui illustre le mieux tout ce qu'on vient de détailler. Le 7 avril 2003, au 17e jour de l'invasion de l'Irak, la capitaine Kim Campbell, indicatif Killer Chick, décolle du Koweït avec son A-10 pour appuyer des soldats de la 3e division d'infanterie encerclés et pris sous le feu dans les faubourgs de Bagdad. Après avoir tiré une salve de roquettes sur les positions ennemies, elle vire pour dégager la zone lorsqu'un missile solaire explose contre le stabilisateur horizontal droit de son appareil. L'onde de choc traverse le fuselage, sectionne simultanément les deux circuits hydrauliques, principal et de secours. Le manche devient mou dans ses mains. Elle raconte plus tard ce moment précis. « J'ai tiré sur le manche dans ce virage à gauche et je n'ai rien senti, rien ne se passait. L'avion part en piqué, pointe droit vers le Tigre et les toits de Bagdad. Campbell a quelques secondes pour décider. S'éjecter au-dessus d'une des villes les plus hostiles du moment ou se battre pour un avion qui ne répond plus. Elle bascule alors en réversion manuelle, ce même système de câbles et de bielles qu'on vient de décrire. L'appareil répond immédiatement. Le jet a commencé à grimper en s'éloignant du sol, racontera-t-elle, et c'était un sentiment formidable parce qu'il n'était pas question que je m'éjecte au-dessus de Bagdad. Sous le feu de la défense anti-aérienne, elle doit littéralement réapprendre à piloter à la force des bras, avec l'aide radio de son ailier, le lieutenant-colonel Rick Turner pendant près de 500 km et 1 heure de vol jusqu'à une base amie au Koweït.
Au sol, les mécaniciens compteront plus d'une centaine d'impacts sur la carlingue. C'est exactement le scénario pour lequel la cellule, la baignoire de titane, les circuits redondants et le système de réversion manuelle avaient été pensés, 30 ans plus tôt, sur une planche à dessin. Une fois la mission terminée ou l'avion endommagé stabilisé, la procédure de retour impose un contrôle méthodique avant l'atterrissage. Vérification de l'état des gouvernes, test du train d'atterrissage, qui peut d'ailleurs être sorti manuellement par gravité en cas de panne électrique ou hydraulique totale, approche à vitesse plus élevée que la normale en réversion manuelle pour compenser le manque de précision des commandes, puis arrêt moteur séquentiel et inspection immédiate de la cellule au sol. Alors, 50 ans après son premier vol, l'A-10 mérite-t-il encore sa place ? La réponse est oui, mais avec une nuance stratégique importante. Face à des adversaires disposant de défenses anti-aériennes modernes et intégrées, comme la Russie ou la Chine, le Warthog est effectivement dépassé. Trop lent, trop bas, trop visible pour survivre dans un ciel contesté par des systèmes solaires de dernière génération. Sur ce terrain-là, les critiques ont raison. Mais dans tous les conflits asymétriques que les États-Unis ont menés depuis 40 ans, contre des insurgés, des milices ou des forces peu équipées en défense aérienne moderne, l'A-10 a démontré une valeur qu'aucun avion multirôle plus rapide et plus cher n'a jamais réussi à égaler. Rester, encaisser et continuer à protéger les troupes au sol quand tout le reste a échoué. L'histoire de Kim Campbell n'est pas une anecdote isolée, c'est la preuve vivante que la philosophie de conception du Warthog fonctionne exactement comme prévu. Le débat sur son remplacement n'est donc pas vraiment un débat sur la performance de l'avion, mais sur la nature des guerres que l'armée américaine pense devoir mener demain. Sur le plan de l'héritage, l'A-10 a aussi imposé une idée qui a survécu à toutes les tentatives de le remplacer. Celle qu'un avion d'appui rapproché n'a pas besoin d'être rapide ou furtif pour être efficace, il a simplement besoin d'être là, au bon moment, avec assez de puissance de feu et assez de robustesse pour rester malgré les tirs. Aucun des candidats évoqués pour lui succéder, ni le CF-35 ni les drones armés, n'a encore démontré cette combinaison précise d'endurance, de précision à basse vitesse et de tolérance aux dommages. C'est peut-être là la vraie leçon technique de cet avion. Parfois, la meilleure réponse à la complexité croissante des systèmes d'armes modernes n'est pas davantage de sophistication, mais davantage de robustesse brute et de redondance mécanique. Et tant qu'il existera des conflits où l'appui rapproché prime sur la furtivité, le cochon de guerre aura sa place dans le ciel. Si vous avez repéré une erreur ou une approximation dans cette vidéo, dites-le en commentaire, ça nous aide à améliorer les prochaines.